Bonjour à tous, je vous présente donc le topo sur les pathologies méniscales dans le cadre du DU des pathologies chirurgicales du genou. Avant de commencer, un bref rappel anatomique afin de mieux comprendre la biomécanique des ménisques. Le genou, c'est trois articulations, l'articulation fémoro-patellaire et les articulations fémoro-tibiales latérales et médiales. L'articulation fémoro-tibiale est une articulation bicondylaire, tandis que l'articulation fémoro-patellaire est une articulation trochléaire ou ganglième, l'ensemble étant regroupé au sein de la même unité capsulo-synoviale. C'est au final une articulation peu congruente qui subit des contraintes importantes et devant quand même tolérer un important degré de mobilité. Cela explique que cette articulation nécessite un complexe capsulo-ligamentaire et musculaire puissant autour de celle-ci. Les condyles fémoraux ne sont pas tout à fait symétriques, le condyle médial est plus bas que le condyle latéral et le condyle fémoral médial est oblique d'avant et en arrière et de dehors en dedans. La facette latérale est plus large, plus saillante et plus haute. Si on prend le fémur et qu'on le coupe dans le plan sagittal, on verra que les condyles se forment sous la forme d'une spirale avec un rayon de courbure qui est inconstant. Les ligaments latéraux sont donc plus tendus en extension et il existe un verrouillage passif en extension. Du fait de cette asymétrie des condyles, en extension, il existe un valgus fémoral qui va avoir tendance à disparaître en flexion. Au tibia, les deux condyles, médial et latéral, sont tous les deux séparés par les aires intercondylaires et il existe une pente tibiale postérieure de profil. Le condyle tibial médial est concave d'avant en arrière et transversalement, tandis que le condyle tibial latéral est concave ou plat latéralement et convexe d'avant en arrière. Cela va se traduire cliniquement par une rotation latérale automatique en extension. Le massif des épines médialatérales se situe au centre du plateau tibial. En avant, on retrouve l'aire préspinale avec l'insertion des deux ménisques et du ligament croisé antérieur. Et en postérieur, l'aire rétrospinale avec l'insertion postérieure des deux racines méniscales et du LCP. Les ménisques sont donc au nombre de deux, le ménisque médial et le ménisque latéral. C'est des fibrocartilages. Ils ont une structure fibrocartilagineuse semi-lunaire située entre les surfaces articulaires du tibia et du fémur. Leurs rôles sont multiples, absorption des chocs, amélioration de la congruence articulaire, de la proprioception. Ce sont également des stabilisateurs secondaires du genou, ils permettent la transmission des forces et permettent également la sécrétion du liquide synovial. Ils se différencient par leur forme, en forme de O pour le ménisque latéral et en forme de C pour le ménisque médial. D'un point de vue biomécanique, pour ce qui est de la stabilité, c'est notamment la partie postérieure du ménisque médial qui va intervenir dans 20% du contrôle de la translation antérieure du tibia. Les ménisques permettent d'augmenter la surface de contact entre le fémur et le tibia et de transposer une force verticale en une force radiaire et ainsi de mieux répartir les contraintes. C'est ainsi que leur rôle de congruence et d'amortisseur s'exprime. Afin d'assurer cette congruence tout au long des mouvements de flexion-extension, il y a une translation antérieure et postérieure des ménisques qui est plus importante au ménisque latéral, 12 mm versus 5 mm au ménisque médial, et une rotation des ménisques lors des mouvements de roulement-glissement du genou qui s'effectuent lors de la flexion. Désormais, d'un point de vue microscopique, les ménisques sont composés principalement d'eau à 75%, puis de collagène, puis viennent les protéoglicanes, les cellules et les fibres élastiques. Les fibres de collagène couvrent les surfaces méniscales, sont orientées vers les surfaces tibiales et fémorales. Les fibres centrales, elles, sont horizontales, circonférentielles, avec quelques fibres cependant radiaires occasionnelles. Le principal contingent de fibres de collagène sont les fibres horizontales qui s'étendent de la racine postérieure à la racine antérieure du ménisque. Du fait de cette organisation longitudinale des fibres, de la racine postérieure à la racine antérieure du ménisque, on comprend que de nombreuses lésions méniscales s'étendent également longitudinalement, représentant les lésions verticales. Le ménisque médial a un rôle surtout de transfert de charge, expliquant la fréquence des lésions dégénératives. Le ménisque latéral, lui, a un rôle surtout de mobilité, expliquant la fréquence des lésions traumatiques. L'interruption du cercle de fibres de collagène périphérique par une lésion radiaire ou de la racine équivaut fonctionnellement donc à une mésectomie totale. C'est le cas par exemple en cas d'extrusion du ménisque. C'est le cas des ruptures du réseau de collagène, avec les fissures radiaires complètes, les désinsertions de racines ou encore les désinsertions capsulo-synoviales étendues. Au contraire, un ménisque avec une lésion horizontale ou une lésion verticale longitudinale conserve sa fonction, même si la douleur occasionnée par cette lésion persiste. Il est primordial de comprendre la vascularisation des ménisques pour pouvoir comprendre les traitements que l'on propose.
La vascularisation est périphérique, on note une zone rouge, une zone blanche que nous allons décrire, et cette cicatrisation méniscale se fait dans la partie périphérique du ménisque au niveau du tiers le plus périphérique. La vascularisation des ménisques est issue des artères géniculées, issue des branches de l'artère poplitée formant un plexus périméniscal. La vascularisation est centripète et va donc partir de la périphérie du ménisque vers sa partie la plus centrale. Cette pénétration des vaisseaux vascularisant le ménisque diminue donc de la périphérie au bord libre du ménisque de près de 70 à 90%. La périphérie méniscale bien vascularisée est appelée zone rouge, a le meilleur potentiel de cicatrisation par rapport à la partie axiale du ménisque qui n'est pas vascularisée et qui est dite zone blanche. La zone rouge représente 15 à 25% de la largeur du ménisque chez un sujet adulte. La réparation méniscale s'adressera donc essentiellement aux lésions siégeant en zone rouge-rouge ou rouge-blanc. C'est là où on peut espérer le meilleur processus de cicatrisation. Son innervation également est bien connue. Celle-ci est surtout à la périphérie du ménisque, expliquant l'absence de douleur en cas de lésion axiale et est essentiellement localisée au niveau des racines. D'un point de vue macroscopique, ils sont tous les deux divisés en trois segments, antérieur, moyen et postérieur, reliés entre eux par le ligament interméniscal au niveau des racines antérieures, et ils forment tous deux, au niveau de la surface supérieure du tibia, une ceinture méniscale circonférentielle. Le ménisque médial est en forme de C, plus épais là où il y a le plus de contraintes, c'est-à-dire au niveau de son segment postérieur. Sa racine antérieure est attachée en avant du ligament croisé antérieur au niveau de la partie antérieure du plateau tibial, et elle est rattachée à la racine antérieure du ménisque latéral par l'intermédiaire du ligament interméniscal. Sa racine postérieure, elle, est fixée en arrière du massif des épines tibiales. Ce ménisque est également fixé au tibia par intermédiaire du faisceau profond du ligament collatéral médial avec un renforcement capsulaire appelé ligament méniscotibial. Il faut noter qu'il y a également une insertion capsulo-synoviale du segment postérieur. Cela sera à nouveau évoqué lorsque l'on parlera des ramplésions. Pour ce qui est du ménisque latéral, il est un peu moins développé du point de vue antéro-postérieur, il a une forme de O et il a une épaisseur constante sur l'ensemble de son trajet. Sa racine antérieure est fixée au tibia en avant du massif des épines tibiales et en arrière du pied du LCA avec une insertion qui est très proche de celle-ci. Sa racine postérieure, elle est fixée en arrière du massif des épines tibiales et en avant de la racine postérieure du ménisque latéral. L'une des principales particularités du ménisque latéral par rapport au ménisque médial est la présence du hiatus poplité correspondant à un décollement capsulaire permettant le passage en intra-articulaire du tendon du poplité. Par ailleurs, il n'y a absolument aucune insertion capsulaire au niveau du segment antérieur du ménisque latéral, expliquant cette possibilité de mobilité lors des mouvements de flexion et d'extension. Les ménisques longeants et étant adhérents à la capsule, ils sont bien évidemment au contact de structures à risque. Le paquet vasculo-nerveux est situé à 5 mm de la racine postérieure du ménisque latéral en extension, il s'éloigne en flexion d'environ 15 mm. Le risque de lésion de ce paquet est dès lors présent en cas de réparation de la racine ou du segment postérieur du ménisque latéral. Plusieurs moyens d'union de ces ménisques au fémur, les ligaments ménisco-fémoraux antérieurs et postérieurs d'Humphrey-Vriesberg qui partent de la corne postérieure du ménisque latéral et qui suivent le trajet du ligament croisé postérieur. En périphérie, ils sont rattachés au mur méniscal qui a un rôle de nutrition et de stabilisation transversale du genou, et ces ménisques sont également rattachés au tibia par les ligaments méniscaux qui sont au nombre de 4. Les ligaments ménisco-fémoraux relient donc la corne postérieure du ménisque latéral au condyle fémoral médial, qui sont intimement liés au LCP. Leur constance et leur présence simultanée est variable en fonction des travaux. Ils sont présents dans environ 6% des cas. Ils permettent le contrôle de l'axité postérieure et le contrôle de l'extrusion méniscale latérale. Le ligament de Humphrey passe en avant du LCP, tandis que le ligament ménisco-fémoral de Vriesberg passe en arrière du LCP. Les racines méniscales sont une entité anatomique spécifique permettant la fixation solide par ancrage dans l'os. C'est le point d'ancrage principal des ménisques. Au niveau des racines postérieures, l'ancrage osseux est puissant avec une importante profondeur de cette fixation. Comme elles subissent des contraintes importantes lors de la gestuelle habituelle, cela explique qu'elles subissent des contraintes majeures lors des traumatismes. Il y a des variations anatomiques du segment antérieur du ménisque médial, cela explique qu'il y a des lésions exceptionnelles à ce niveau-là et leur cicatrisation est possible.
Il y a des variations anatomiques, que ce soit dans leurs insertions ou dans leur forme. Il ne faudra pas oublier le ménisque discoïde, qui est une particularité au niveau du ménisque latéral, qui va pouvoir s'exprimer notamment chez le jeune enfant par une symptomatologie d'épanchement récidivant et de blocage du genou. Pour finir, l'anatomie méniscale est loin d'être aussi simple que ce dont elle a l'air. Les deux ménisques sont reliés entre eux via le ligament interméniscal et sont en étroit contact avec le pivot central, que ce soit au niveau de leur racine antérieure avec le LCA et au niveau de leur racine postérieure avec le LCP. Elles sont divisées en segments antérieurs, moyens, postérieurs et sont reliées au fémur au niveau du ménisque latéral via les ligaments ménisco-fémoraux. On n'oubliera pas que la partie antérieure du ménisque latéral est dépourvue d'adhérence, permettant notamment sa forte mobilité lors des mouvements. D'un point de vue épidémiologique, les lésions méniscales sont extrêmement fréquentes. Dans la plupart des cas, elles sont traumatiques au cours d'accidents sportifs. Il s'agit dans ces cas-là majoritairement de lésions au niveau du ménisque médial. Si le diagnostic anatomique via par exemple une IRM n'est pas difficile, il va falloir être capable de poser l'imputabilité de la lésion dans les symptômes pouvant être retrouvés chez le patient. Ça nécessite une approche clinique globale du genou afin de pouvoir au mieux orienter l'imagerie à effectuer. Dans tous les cas, et de par sa position centrale au sein de l'articulation, le ménisque ne s'envisage jamais seul. Il reste un seul et unique maillon de la chaîne, englobant le LCA, le morphotype avec l'axe du membre inférieur, le cartilage et la recherche d'une arthrose. C'est pourquoi cette évaluation doit toujours être globale. D'un point de vue physiopathologique, les lésions méniscales sont secondaires généralement contraintes, qu'elles soient en extension ou en flexion. On peut voir tout type de mécanisme, que ce soit de la compression, le cisaillement ou encore la distraction, tous ces mécanismes aboutissant à des formes lésionnelles différentes. Dans le cadre des ménisques traumatiques, plusieurs situations peuvent être présentes, notamment toutes celles en rotation similaires à celles qu'on pourrait retrouver dans le cadre des entorses du pivot central, mais également des situations un peu plus spécifiques comme l'hyperflexion de genou ou encore le relèvement de la position en hyperflexion. Dans le cadre des lésions méniscales atraumatiques et donc dégénératives, il faudra alors essayer de s'enquérir de savoir si le cartilage est sain ou si on est face à un patient présentant déjà un début de développement d'arthrose. On passera d'une manière assez rapide sur les différentes classifications des lésions méniscales parce qu'il y en a plein. Celles-ci peuvent être soit simplement basées sur l'imagerie ou associées à la clinique. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces classifications se complètent entre elles pour établir le traitement le plus adapté. Ainsi, on pourra alors classifier la lésion méniscale en fonction de différents facteurs. Est-ce que celle-ci a un retentissement clinique? Y a-t-il une douleur, des pseudo-blocages, des blocages? Quel est son mode de survenue? Traumatique ou atraumatique? Y a-t-il donc une atteinte cartilagineuse? Le cartilage est-il sain, dégénératif, sans arthrose ou arthrosique? Et ensuite, en fonction de l'aspect à l'imagerie, est-ce que à l'IRM, il s'agit d'une lésion en zone vasculaire? Est-ce qu'il s'agit d'une lésion complexe? Et in fine, via l'analyse arthroscopique et l'utilisation du crochet, est-ce que c'est une lésion stable ou pas? Quelle est la qualité du tissu? Est-ce qu'il y a une méniscocalcose ou pas? Et quelle est la forme de la lésion sous arthroscopie? Le contexte clinique est primordial avec une évaluation du retentissement fonctionnel de la lésion. S'agit-il de simples douleurs, d'épanchements récidivants, de pseudo-blocages, voire de blocages complets, auquel cas il faut savoir évoquer le diagnostic d'anse de saut méniscale luxée au sein de l'échancrure ou simplement de languette méniscale pouvant venir interférer avec la cinématique du genou. Il faudra ensuite voir quels sont les impératifs du malade. Est-ce qu'il s'agit d'un patient avec une activité sédentaire ou un sportif par exemple de haut niveau? Il faudra également voir quelle est la profession et s'il s'agit d'une profession à risque dans laquelle la survenue de blocage peut mettre en danger la vie du patient, son intégrité physique ou encore celle d'autrui. Ensuite, il faudra évaluer l'âge du patient. Est-ce que c'est un enfant ou un adulte très jeune ou un patient de plus de 40 ans chez lequel on ne pourra pas espérer le même taux de cicatrisation après suture ou chez lequel une abstention thérapeutique serait moins préjudiciable du point de vue du développement de l'arthrose. En cas de contexte traumatique, il faudra prendre en compte l'état du LCA. En cas de rupture en aigu, il y a 60 à 70% de lésions méniscales, le plus souvent en zone périphérique rouge-rouge. Il s'agit de désinsertions capsulo-synoviales qui ont un bon potentiel de cicatrisation. À la phase chronique, il n'y a pas de cicatrisation possible du fait du cisaillement chronique, du fait de l'instabilité rotatoire secondaire à la rupture du LCA.
Cela explique qu'il faille envisager la réparation du ligament croisé antérieur dans le même temps que le traitement de la lésion méniscale, car la lésion méniscale sur genou instable a peu de chances de cicatriser du fait de l'instabilité rotatoire persistante. Cependant, le potentiel de cicatrisation reste bon dans ces cas-là, avec pour les ruptures complètes 67% de cicatrisation, 87% pour les ruptures verticales et 38% pour les lésions radiaires. Ce taux de cicatrisation se dégrade en cas d'instabilité chronique et d'absence de reconstruction du LCA à 5 ans. 70 à 93% des lésions méniscales n'ont pas cicatrisé en l'absence de réparation du LCA. En absence de rupture, il faudra évaluer est-ce qu'il s'agit d'une lésion ancienne qui décompense ou une lésion nouvelle sur le ménisque sain dans le cadre d'un traumatisme par exemple en hyperflexion, rotation latérale, et définir à l'IRM quel est le type de lésion. Au ménisque médial, il s'agit surtout de lésions verticales. Des anses de saut surviennent dans environ 1 cas sur 5. Elles sont majoritairement postérieures, exceptionnellement antérieures. Au ménisque latéral, en revanche, il s'agira surtout de lésions horizontales, avec l'exemple donné sur l'imagerie tout en bas, dans le cadre d'une lésion horizontale sur un ménisque discoïde. Dans un contexte dégénératif atraumatique, la physiopathologie est différente, avec une fragilisation progressive du tissu méniscal. C'est souvent un contexte microtraumatique qu'on peut retrouver chez les sportifs ou encore le travailleur de force. Il y a une classification IRM de ces lésions avec un grade 1 globulaire, un grade 2 linéaire et un grade 3 avec une effraction de la lésion au niveau du bord libre du ménisque, qui peut être soit axial, soit périphérique. Et enfin, le grade 4 correspond aux lésions complexes. Ces lésions se suivent et selon la notion d'évolutivité de Stoller, et vous avez ici quelques imageries correspondantes. Une autre classification est la classification arthroscopique de Dorfman et Boyer, qui sont des pionniers en arthroscopie pour les lésions méniscales dégénératives. Elles suivent ces différents stades. Le premier stade, la méniscose, le deuxième, la méniscocalcose, puis le clivage, la fissure radiaire et enfin la lésion complexe. Dans ce cadre dégénératif, le statut cartilagineux est primordial à prendre en compte, c'est le facteur décisif. En cas d'arthrose, il faudra prendre en charge cette arthrose et en l'absence d'arthrose, savoir proposer un traitement médical. Cependant, en cas de symptomatologie clinique mécanique, on peut modifier notre attitude thérapeutique pour des blocages, pseudo-instabilité ou douleur, et on sait que la chirurgie peut être alors possible avec des bons résultats, notamment en cas de languette méniscale. Dans tous les cas, une chirurgie sur lésion dégénérative aura des résultats aléatoires. Le cas particulier du ménisque discoïde qui atteint le ménisque latéral est présent dans 0,4 à 5% des gens, avec la classification de Watanabe. Le type 1, c'est un ménisque discoïde complet, le type 2 incomplet, le type 3 qui est mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligament ménisco-tibial. Son traitement est généralement médical avec des infiltrations, mais en cas de symptomatologie trop importante, à type d'hydrarthrose ou de blocage, on pourra proposer une méniscectomie partielle ou totale. Et en cas de lésion associée ou si ce ménisque discoïde est mobile, il faudra faire des sutures méniscales dans le temps opératoire. Ainsi, la stratégie portera sur un interrogatoire précis, un examen clinique adéquat, complet et exhaustif. Ensuite seulement viendra le temps de l'IRM et la recherche d'une cohérence entre la clinique et l'imagerie. D'un point de vue clinique, il faut savoir qu'est-ce qui fait mal. Lorsque le patient se présente avec une douleur du genou, en l'absence d'arguments évidents pour une instabilité, est-ce que c'est le ménisque? Est-ce que ce sont des structures fémorotibiales avec une chondropathie, un syndrome rotulien pouvant s'exprimer à la fois par des douleurs au niveau du compartiment fémorotibial latéral et médial, ou encore les structures adjacentes, type tendinopathie de la patte doigt ou encore syndrome du fascia lata. À l'anamnèse, on reprendra les différents symptômes. Est-ce qu'il y avait des blocages méniscales vrais? Ceux-ci sont rares. Des douleurs plutôt médiales ou antéromédiales. Le patient a tendance, lorsqu'on lui demande de montrer avec le doigt, de montrer la zone péripatellaire médiale. Est-ce que c'est plutôt des petits blocages itératifs ou encore d'autres tableaux cliniques? L'interrogatoire va chercher à évaluer l'intensité de la douleur. Est-ce qu'il y a ou pas un retentissement fonctionnel en fonction du métier pratiqué par le patient? Des petits blocages itératifs sans vrai blocage n'ont pas les mêmes conséquences. Un patient qui a un travail physique, sans forcément nécessairement être manutentionnaire, aura des conséquences potentiellement néfastes de petits blocages, ne serait-ce que via une chute dans la descente des escaliers. Il faut savoir également quels sont les gestes qui déclenchent ces douleurs. Est-ce qu'il y a, par exemple, à l'hyperflexion ou autre, des situations favorisant ces petits blocages ou ces douleurs. Il y a deux situations cliniques non spécifiques mais bien distinctes. Tout d'abord le traumatisme aigu, en cas de blocage c'est très facile, il y a une notion de craquement, d'hémarthrose récidivante ou au moins d'hydrarthrose clinique.
des douleurs au niveau des interlignes, pouvant à la fois correspondre à des douleurs méniscales ou du plan ligamentaire en cas d'entorse associée. Il ne faut pas oublier que dans plus de 50% des lésions du LCA, il y a également une lésion méniscale traumatique. En opposition, l'absence de traumatisme. Dans ces cas-là, généralement et schématiquement, il n'y a pas de blocage, pas de craquement. La présence d'épanchement est variable, les douleurs sont plus diffuses et le genou est généralement un genou stable sans notion de rupture ligamentaire du pivot central. Il faudra surtout éliminer les diagnostics différentiels via une évaluation précise de la localisation et de l'irradiation de la douleur. Au niveau du ménisque latéral, il faudra éliminer un syndrome de l'essuie-glace, un kyste du LCA qui s'exprime surtout cliniquement par une douleur en hyperflexion chez un homme d'environ 50 ans par argument de fréquence, les pathologies du tenseur du fascia lata ou encore le ressaut du biceps. Niveau méniscal médial, il faudra éliminer des pathologies type tendinopathie de la patte doigt ou du semi-membraneux. Lorsque les deux compartiments semblent incriminés, le diagnostic différentiel en l'absence de lésion méniscale sera un syndrome fémoro-patellaire. Dans tous les cas, l'ensemble de ces lésions s'exprime à proximité de l'interligne, mais elles gardent des tests cliniques spécifiques qu'il faut garder en tête lors de son examen qui doit être tout le temps systématique. Elles sont à rechercher systématiquement pour éviter une erreur d'indication, une erreur de diagnostic et éventuellement une chirurgie qui n'a pas lieu d'être. Dès lors, l'examen du genou est assez standard, on évaluera les amplitudes articulaires, est-ce qu'il y a un épanchement, on recherchera un flexum, on évaluera l'axe des membres, on pourra faire des manœuvres en étirement. L'atrophicité du quadriceps est un bon indicateur de la chronicité éventuelle de la douleur et de la gêne pour le patient, et l'examen ligamentaire devra être complet. L'examen se fera debout, à la marche et couché. Les maîtres symptômes méniscaux sont donc la douleur, l'instabilité, le blocage et l'hydrarthrose. L'objectif des tests spécifiques sont de réveiller une douleur à la pression ou de provoquer une douleur à la mobilisation. Pour ce qui est du blocage, il faudra évaluer sa fréquence. Est-ce qu'il est permanent? Est-ce qu'il est quotidien? Est-ce qu'il survient plutôt en flexion, ce qui oriente vers un ménisque ou un corps étranger, ou en extension vers un syndrome fémoro-patellaire? La résolution, est-ce qu'elle est spontanée? Est-ce que le patient a besoin de faire des manœuvres spécifiques? Est-ce qu'il y a au décours, le lendemain ou le soir même, un épanchement associé? Beaucoup de tests cliniques spécifiques sont décrits, ils orientent tous vers l'interligne, mais sont de sensibilité et de spécificité variables, comme l'a montré cette revue systématique. C'est la palpation de l'interligne qui restait le signe le plus spécifique et le plus sensible en réveillant une douleur. Cette palpation se fait en décubitus dorsal sur un genou fléchi à 90 degrés. On va palper d'avant en arrière et cela va déclencher une douleur, c'est le fameux cri méniscal d'Oudard. Au niveau du ménisque latéral, elle se fera en position de cabotte. C'est la position qu'on utilise notamment pour bien palper le ligament collatéral latéral et la recherche d'un point douloureux exquis pour traduire la présence d'une périménicite. Le test de McMurray est un test dynamique qui va chercher un ressaut palpable ou une douleur pour traduire la présence d'une lésion méniscale instable sur un patient en décubitus dorsal, le genou maintenu en hyperflexion et le talon du patient décollé du sol, empoigné par l'examinateur. On vient palper au doigt les deux interlignes avec une mise en extension progressive. Le ménisque médial va se tester en rotation latérale et valgus, tandis que le ménisque latéral en rotation médiale et varus. Il est spécifique mais peu sensible. Le test de Tessali est un test fonctionnel, sensible et spécifique. Il est utilisé pour détecter la présence de lésions latérales ou médiales méniscales et il est basé sur la reproduction de la transmission des charges du genou subissant les contraintes normales ou dans les conditions d'un traumatisme. Ce test va chercher une douleur chez un patient pieds nus en appui monopodal avec des mouvements de rotation médiale et latérale autour du genou supportant donc l'ensemble du poids du corps à 5 et 20 degrés de flexion et il va donc être considéré comme positif si le patient ressent au niveau de l'interligne articulaire un inconfort, une sensation de blocage, un accrochage ou encore une douleur. Le grinding test est un test dynamique chez un patient en décubitus ventral, le genou maintenu à 90 degrés de flexion et l'examinateur appliquant une force de compression axiale. Il recherchera une douleur en rotation médiale pour le ménisque latéral et en rotation latérale pour le ménisque médial. Cette liste n'est pas exhaustive avec d'autres signes décrits, le signe de Cabot reproduisant en position de Cabot une douleur, le signe de Génetti recherchant un flexum chez un patient des cubitus ventral ou encore le test de Edge chez un patient reproduisant les manœuvres de McMurray en chaîne fermée d'une manière dynamique.
Plus spécifique à la lésion des racines postérieures du ménisque médial, on recherchera le flessum, le réveil de la douleur en appuyant sur le talon d'un patient à décubitus ventral, une douleur projetée sur la partie postérieure de la terligne en varus, jambe en extension. C'est le signe décrit par Romain Seil. On applique un stress en extension et en varus et on va pouvoir venir palper à ce niveau-là l'extrusion. Une fois que l'on s'oriente vers une pathologie articulaire, donc potentiellement méniscale, il faudra faire un bilan paraclinique composé d'une radiographie, de facettes de profil en charge et d'un DFP, en fonction du contexte, mais souvent, il vaut mieux le pratiquer pour s'assurer d'une absence de lésions cartilagineuses ou d'arguments en faveur d'une instabilité de la fémoro-patellaire. Le pangonogramme, lui, sera fait en seconde intention, notamment si cliniquement on a une suspicion de trouble de l'axe. Ensuite, si ce bilan radiographique est normal, il faudra alors passer sur l'examen clé qui est l'IRM et c'est donc lui qui fera le diagnostic de lésion méniscale, qui pourra en faire l'imputabilité en accord avec la clinique et permettre la classification de cette lésion. Nous n'allons pas, dans le cadre de ce topo, nous attarder sur le traitement médical des lésions méniscales, mais il n'y a pas à ce jour de consensus sur la prise en charge optimale des lésions. Le traitement médical va inclure beaucoup de stratégies avec la rééducation, l'activité physique, les anti-inflammatoires, les infiltrations avec les chondroprotecteurs, visco-inducteurs, corticoïdes ou PRP, la cryothérapie, les patchs ou encore les systèmes de contention type genouillère, tapping, strapping. Nous attarderons malgré tout sur la rééducation notamment avec la nécessité d'une bonne physiothérapie et drainage pour les douleurs, un bon renforcement musculaire notamment du quadriceps, des ischios, des stabilisateurs de hanche et de la cheville, l'étirement pour lutter contre le flessum et la souplesse et surtout l'éducation thérapeutique du patient pour une bonne prophylaxie des accidents et des douleurs. Il y a également dans le traitement médical les semelles orthopédiques qu'il ne faut pas oublier, avec leurs objectifs à la fois de stabilisation, de correction des anomalies axiales et plantaires, et leur rôle de décharge des compartiments atteints. Leur confection devra être faite sur mesure, thermoformée, et ont un objectif d'amortisseur. Il est important d'avoir dans son carnet d'adresse un bon podologue afin de prendre en charge nos patients qui ont des lésions méniscales dégénératives pouvant très bien être traités simplement via ces semelles. Il y a aussi les orthèses, très courantes aux États-Unis, chez ces patients qui ne peuvent pas, d'un point de vue social, arrêter leur activité professionnelle comme en France. C'est un mécanisme qui fonctionne en 3 points d'appui, avec pour objectif de réduire la charge qui s'exerce sur le compartiment fémorotibial atteint, et leurs objectifs sont notamment antalgiques et le maintien ou la reprise d'une activité sportive satisfaisante. Maintenant, parlons de ménisectomie. La ménisectomie est un faux geste simple. Elle nécessite un apprentissage difficile et long pour garantir l'innocuité du geste. Ces prérequis sont techniques et passent par la bonne installation du malade, l'utilisation des bonnes voies d'abord et d'un matériel adéquat. En effet, comme on dit, un chirurgien inexpérimenté peut en 10 ans faire plus de dégâts lors d'une arthroscopie que la nature, et le rail cartilagineux effectué lors de la ménisectomie, lui, ne cicatrisera pas. Les principes fondamentaux seront en préopératoire d'évaluer le volume de résection nécessaire pour retirer uniquement et seulement le ménisque lésé et préserver au maximum la biomécanique du ménisque et les fibres horizontales partant de la racine postérieure vers la racine antérieure. Il faudra éviter la iatrogénie, les lésions cartilagineuses de passage via des gestes doux, un matériel adapté, et cela nécessite donc une courbe d'apprentissage. Pour ce qui est de l'installation, cela reste une affaire d'école. On pourra utiliser une installation classique, genou fléchi à 90 degrés contre appui barre à genoux. Dans ce cas-là, on pourrait essayer de mettre le garrot un petit peu plus distal, environ 5 travers de doigts au-dessus de l'extrémité proximale de la rotule. Cela permettra d'avoir un contre-appui un peu plus haut et de pouvoir optimiser lorsqu'on met notamment le genou en valgus pour ouvrir le compartiment fémorotibial médial. L'arthrostress est l'autre solution la plus fréquemment utilisée en venant bloquer le fémur distal. Il sera alors aisé de pouvoir appliquer des mouvements à la fois de valgus et de cabote pour traiter au mieux les lésions méniscales à la fois médiales et latérales. Concernant la visualisation des lésions, il ne faudra pas oublier qu'en cas de rupture du LCA associé, on pourra avoir une tendance à la subluxation spontanée du plateau tibial en rotation médiale. Les gens crurels se travaillent avec 90 degrés de flexion, le ménisque médial à 15 degrés de flexion en valgus, et pour ce qui est du compartiment latéral, à 90 degrés de flexion ou plus, en varus, c'est la position de cabote. Les voies d'abord sont tout à fait classiques.
La voie optique est généralement antérolatérale. Il ne faudra pas hésiter à mettre la voie antérolatérale la plus haute possible afin d'essayer de surplomber le haut fin et ne pas avoir idéalement à le réséquer, ce qui peut avoir des conséquences de douleur antérieure ou d'hydrarthrose en post-opératoire. Les voies instrumentales, elles sont antéromédiales. On peut tout à fait les multiplier à notre guise pour pouvoir avoir la meilleure visualisation et le meilleur accès et éviter les lésions iatrogènes au niveau du cartilage. Ne pas oublier en transtendineux la fameuse voie de Gilquist qui peut être à la fois utile pour une voie optique et pour une voie instrumentale. Cette voie se fera au milieu du tendon, 1 cm sous la pointe de la patella, le point d'entrée au bistouri, puis pénétration avec le trocar mousse pour diminuer le traumatisme du tendon sur un genou semi-fléchi, le trocar légèrement ascendant jusqu'à la trochlée, puis dans le genou en extension vers le cul-de-sac. Ça permet d'utiliser une pince préhensive par exemple pour la traction des lésions des racines. La ménisectomie n'est pas un geste anodin et comme pour tout geste non anodin en orthopédie, il faut savoir avoir des boîtes dédiées avec du matériel spécifique. Il sera possible d'utiliser des arthroscopes avec différents degrés d'obliquité. Il faudra indispensablement avoir un crochet palpateur, avoir des pinces basket pouvant être courbées, éventuellement des pinces rétrogrades, avoir un shaver avec un petit couteau, 4-5, idéalement 3-5 pour pouvoir notamment se glisser dans le compartiment postérieur et pouvoir aviver les lésions en zone rouge-rouge, et également une arthropompe afin de pouvoir gérer au mieux la pression intra-articulaire. Il faut savoir interchanger les voies. Généralement, la voie optique est opposée à la lésion et la voie instrumentale, qui pourra être en début d'apprentissage guidé à l'aiguille, doit pouvoir atteindre la lésion. Les franges synoviales du OFAF seront réséquées à l'aide du résécteur synovial si celle-ci gêne la visualisation, et il faudra pouvoir utiliser des voies postérieures si celles-ci sont nécessaires. On pourra également faire varier le degré de flexion du genou pour pouvoir avoir une meilleure visualisation en fonction de la lésion présente et savoir laver régulièrement le genou pour pouvoir en retirer l'ensemble des débris méniscaux pouvant gêner la visualisation. Enfin, l'exposition se fera à des degrés variables du genou. Il faudra également laver régulièrement le genou pour pouvoir retirer les débris méniscaux pouvant venir gêner la visualisation. Pour cela, il suffit de maintenir le trocar en place et de retirer le outil indispensable, tout du moins en début d'apprentissage, le pike crusting, consistant en un release percutané à l'aiguille. Une aiguille 15 ou 19 gauche suffit parfaitement. Et on vient avec le biseau de l'aiguille perforer jusqu'au contact avec l'os le ligament collatéral, latéral au niveau de son chef antérieur plutôt. Et cela va venir ouvrir progressivement le compartiment fémorotibial médial. Cela aura pour conséquence de provoquer une entorse iatrogène du ligament collatéral médial qui va parfaitement bien cicatriser en 6 semaines. Des cas de rupture extrêmement rares ont pu être décrits, mais il suffit de bien informer son patient en préopératoire. Cela crée une entorse du ligament collatéral latéral. Les voies postérieures sont au nombre de 2, postéromédiale et postérolatérale. On travaille dans ces cas-là dans un espace de travail réduit, cloisonné par le septum intercondylien, qui est plus large en proximal et qui va augmenter en flexion, ce qui va également nous permettre de faire reculer le pédicule vasculo-nerveux qui est à risque dans cette zone. Pour la voie postéromédiale, les indications sont notamment la réparation des lésions capsulo-méniscales, la réparation des lésions des racines ou encore la reconstruction du LCP. L'association d'une voie postériolatérale aura un intérêt dans les arthrolyses postérieures, les synovectomies postérieures et, par exemple, pour l'ablation de corps étranger dans les cas de ostéochondromatose majeure. Pour ce qui est de la voie postéromédiale, les dangers sont majoritairement représentés par le nerf saphène, les branches infrapatellaires, supérieures, inférieures, la branche artériale, mais également les branches de la veine saphène médiale. Et pour la voie postérolatérale, le risque théorique est surtout représenté par le nerf fibulaire commun. D'un point de vue plus technique, maintenant, cette voie postéromédiale devrait être réalisée sur un genou gonflé à 90 degrés de flexion, l'arthroscope à 30 degrés, introduit par la voie antérolatérale dans l'échancrure, sous les fibres du LCP. On viendra repérer le point d'entrée de la voie d'abord à la palpation. On utilisera également la transillumination pour éviter de faire une lésion au niveau veineux. Et une aiguille pourrait être utilisée pour secondairement introduire un bistouri froid, puis une cochère afin d'élargir la voie d'abord et une canule. Si on souhaite faire ensuite une voie d'abord postériolatérale, on fera de la même manière que l'on fait lorsqu'on veut faire par exemple une reconstruction du LCP en utilisant idéalement une voie transseptale. Celle-ci peut être faite par la technique du back and forth, c'est-à-dire que l'on crée d'abord la voie postéromédiale, genou à 90 degrés de flexion, puis l'arthroscope à 30 degrés est introduit par voie postéromédiale au-dessus du LCP contre le septum.
On pourra alors retirer l'optique et mettre en place à la place le mandrin, le pousser à travers le septum parallèlement au condyle en direction en avant et au-dessus de la tête des fibula. Sur le relief du mandrin, on pourra alors effectuer une contre-incision latérale et placer donc le scope. Les études cadavériques ont bien montré que pour diminuer les risques d'atteinte par exemple de l'artère poplitée ou du sciatique poplité externe, il fallait mieux travailler sur un genou à 90 degrés de flexion. Même si le taux de complication est faible, comme vous pouvez voir sur les séries en haut à droite, il y a quand même eu des descriptions de complications veineuses ou nerveuses lors des réalisations des voies postéromédiales. C'est un peu moins bien évalué au niveau des voies postérolatérales. Dans tous les cas, la sécurité de travailler sur un genou, comme je vous le disais, à 90 degrés de flexion, de faire de la transillumination à l'aiguille pour éviter le trajet du nerf ou des veines saphéennes, faire donc ce repérage à l'aiguille, ne pas hésiter à utiliser la voie transseptale. Rapidement, d'un point de vue technique, par exemple dans le cas d'une lésion méniscale médiale verticale, on fera nos deux voies d'abord. Il ne faudra pas oublier de sectionner d'abord le pied postérieur, puis le pied antérieur, afin de pouvoir récupérer la lésion, car une fois que le pied antérieur est sectionné, on peut avoir l'ensemble de la lésion méniscale qui va partir dans le compartiment postérieur. Ce geste se conclura bien sûr par la palpation au crochet afin d'évaluer la stabilité du ménisque restant. Ce problème est bien représenté par ces schémas que j'ai empruntés au Dr Jérôme à titre d'illustration. Cela diffère légèrement de la méniscectomie médiale réglée, où on aura, après avoir bien sûr évalué la quantité de ménisque à retirer, d'abord fait une section du pied postérieur, puis une section antérieure, et on va venir remonter progressivement de la section antérieure à la section postérieure, si besoin avec une pince préhensive passée par exemple en voie transtendineuse, et on viendra retirer le fragment méniscal, puis tester la stabilité. En cas d'anse de saut, pas d'autre particularité si ce n'est le fait de devoir au préalable réduire l'anse de saut, puis la section du pied postérieur puis antérieur, l'ablation de la lésion et la palpation au crochet. Pour ce qui est des languettes, on sectionnera simplement le pied de la languette, puis on pourra la retirer. Pour le ménisque latéral, il ne faudra pas oublier que c'est un compartiment qui s'ouvre bien, qui permet une bonne vision. Il y a souvent des lésions complexes et qui s'étendent en avant. La zone du hiatus poplité, elle, est une zone de faiblesse. Il faudra s'attacher à et y rechercher des lésions. C'est vraiment au niveau du ménisque latéral où il ne faut pas oublier qu'on peut interchanger les voies pour avoir la meilleure visualisation. Passons maintenant aux grands ensembles des sutures méniscales. On sait que leurs résultats sont bons, surtout en cas de lésion du ménisque latéral, de lésion périphérique sur un genou instable mais stabilisé, en cas de fissure verticale et de prise en charge précoce. Les indications seront donc fonction de la qualité du tissu méniscal, du type de lésion, de l'âge et de la demande fonctionnelle du patient, de l'état de stabilité du genou et de l'expérience du chirurgien. Il faudra toujours garder en tête les conséquences de la mésectomie qui sont le syndrome douloureux post-mésectomie et la chondroïse rapide. Il faudra s'attacher à préserver au maximum le tissu méniscal médial et il faudra bien entendu aviver la lésion afin de favoriser la cicatrisation au niveau du mur méniscal. Cet avivement pourra être réalisé à la pince basket, au râpe diamanté, via des perforations à l'aiguille ou encore en utilisant des shavers de petit diamètre. Aucune de ces techniques d'avivement n'a à ce jour montré sa supériorité. La fixation des sutures devra être stable sur des lésions réductibles en évitant les espacements de plus de 3 à 5 mm et en utilisant des moyens de suture non ou lentement résorbables. Sur la stabilité ligamentaire du genou est fondamentale. Il va falloir procéder à suture soit en cas de LCA normal ou reconstruit et en l'absence d'atteinte des structures ligamentaires périphériques. Sinon, la suture est vouée à l'échec, ça ne cicatrisera pas. Les lésions méniscales, par ailleurs, viennent encourager l'indication de reconstruction du LCA, notamment chez un patient jeune. Il pourra, dans certains cas, être proposer une abstention de la suture de ces lésions au niveau du ménisque médial en cas de lésion stable de moins de 10 mm et dans la plupart des lésions du ménisque latéral, si elles ne sont pas de taille majeure, qu'elles sont globalement stables, on pourra toujours proposer une abstention avec un bon taux de cicatrisation. Plusieurs techniques existent, historiquement les techniques à ciel ouvert, de plus en plus abandonnées mais qui peuvent garder leur indication notamment en cas de kyste périméniscale, les techniques de suture de dedans en dehors, les techniques de dehors en dedans qui ont surtout un intérêt dans les lésions des cornes antérieures et puis celles qui sont majoritairement utilisées actuellement, les techniques tout en dedans, all inside avec des implants de troisième génération. Pour la technique de dehors en dedans, des ancillaires spécifiques existent, mais vous pouvez tout simplement utiliser des aiguilles. Il suffira alors de faire passer
2 aiguilles au niveau des lésions méniscales. On fait passer un des fils au sein d'une des aiguilles, puis une boucle au sein de l'autre. Il suffira alors de faire passer le fil simple dans la boucle. On pourra ainsi la récupérer et faire une suture à l'extérieur du genou qu'on pourra venir appliquer via une petite incision cutanée. Ici des images montrant une technique all inside. On vient tout d'abord à l'aide du crochet identifier la lésion pour pouvoir évaluer combien de sutures seront nécessaires. On vient ensuite positionner l'implant au niveau de là où on veut faire son premier point. On vient piquer la lésion méniscale, puis à l'aide de l'ancillaire décharger la petite plaquette, puis ensuite on viendra se reporter un peu plus en avant ou en arrière à une distance de pas plus de 5 mm, à nouveau repiquer la lésion, décharger la platine, puis on pourra ensuite tirer et serrer le nœud qu'on viendra appliquer à l'aide d'un pouce-nœud. En cas de lésion radiaire, il y a donc une interruption du réseau partant de la racine postérieure à la racine antérieure et donc tout un segment devenant non fonctionnel. Si on devait faire une ménisectomie, il faudrait donc faire une ménisectomie sur la profondeur de la lésion radiaire sur l'ensemble de la partie axiale du ménisque. On pourra dès lors passer pour la suture de part et d'autre de la lésion via la technique en fonction de la localisation la plus adaptée, soit tout en dedans, soit éventuellement de dehors en dedans en cas de lésion antérieure, et plusieurs passages peuvent être faits sur toute la hauteur du ménisque afin de pouvoir vraiment venir rapprocher les deux berges de la lésion radiaire et permettre sa meilleure cicatrisation. Les sutures sont ainsi faites en pont afin de venir refermer la lésion. Les lésions verticales traumatiques sont de bons pronostics car il s'agit alors d'une dissection simple et parallèle au réseau des fibres du ménisque. Il n'y a donc pas de perte biomécanique réelle au niveau de ces lésions. On pourra les réparer en faisant des sutures verticales. On va alors placer les systèmes de suture all inside si c'est ce système qui est décidé pour la réparation de part et d'autre de la lésion. On pourra venir fixer la première palette en amont au niveau soit du mur méniscal, soit de la lésion même, et on viendra ensuite piquer le bord axial du ménisque qui est de l'autre côté de la lésion pour pouvoir réappliquer l'autre palette. Il ne faudra pas oublier de faire un quart de tour en retirant le système de fixation afin d'être sûr que la palette ne se retrouve pas dans l'axe de l'ancillaire lorsque l'on retire celui-ci. On procédera à une répartition tous les 5 mm d'un système de suture et on viendra contrôler à la fin de l'intervention que celui-ci est bien stable à l'aide du crochet. Pour ce qui est des fissures dégénératives et des lésions complexes, il n'y a pas ou peu d'indications de suture. On les différenciera en fonction de qu'il s'agit de lésions simples ou complexes, plus ou moins stables. C'est là que la ménisectomie conserve son indication. Et sinon, si on décide de faire une suture, il faudra s'acharner, multiplier les systèmes de fixation, comme vous pouvez le voir au niveau de la vision arthroscopique en bas à droite, et toujours contrôler la stabilité en fin d'intervention. Si on se concentre désormais sur des entités un peu plus spécifiques, les racines méniscales peuvent être le siège de lésions. Elles ont été décrites initialement en 91 et elles provoquent une extrusion du ménisque qui sera visible à l'IRM. Du fait de la rupture au niveau de la racine, il s'ensuit une incompétence méniscale qui est équivalente à une ménisectomie complète. On peut voir à la fois des avulsions osseuses ou des lésions juxtaradiculaires. Cela entraîne donc un pic de contrainte au niveau du compartiment concerné et l'évolution vers l'arthrose. Il existe une description lésionnelle en 5 types, le type 1 correspondant à une lésion partielle de la racine, le type 2 le plus fréquent, une lésion complète juxtaradiculaire, le type 3 l'association de cette lésion à une lésion en anse de saut, le type 4 une lésion oblique au niveau de son attachement et le type 5 une avulsion osseuse. Dans le cas des lésions de type 2, il peut s'envisager une suture bord à bord en cas de qualité de quantité de tissu résiduel méniscal suffisant. Pour ce qui est du type de lésion, les lésions postérolatérales sont le plus souvent traumatiques. Dans le cadre d'entorses associées, il s'agit d'un tissu méniscal sain avec un bon potentiel de cicatrisation. Il faudra proposer une prise en charge précoce pour une mobilisation précoce avant la fixation du ménisque en mauvaise position. Les lésions au niveau du ménisque médial sont plutôt dégénératives, tandis que les lésions des racines antérieures, elles sont exceptionnelles, le plus souvent traumatiques ou iatrogènes. Par exemple dans le cadre d'une reconstruction du LCA dans un petit genou ou d'un trop gros transplant, d'une section radiaire juxtaradiculaire du ménisque médial à la lame froide lors des voies d'abord.
En cas de lésion de la racine postéromédiale, on a pu voir qu'il y avait fortement associé une extrusion du ménisque sur l'IRM de plus de 3 mm et une majoration du risque d'arthrose. Il faudra savoir l'évoquer en cas de douleur brutale sur un traumatisme pouvant cependant être modeste et rapidement proposer des radiographies en chousse et une IRM. Il faudra donc s'attacher à réparer ces lésions de la racine postérieure du ménisque médial. Dans l'étude comparative entre traitement conservateur et technique arthroscopique de réparation par pull-out de ces lésions, Anne avait pu retrouver de meilleurs résultats cliniques objectifs en cas de réparation. Ici, un bon exemple à l'IRM, où vous pouvez voir sur les images en haut une avulsion de la racine postérieure du ménisque médial et en bas, en comparatif, un aspect normal où on peut bien voir l'insertion se faisant en transosseux. Ici, d'autres imageries, cette fois-ci, montrant des atteintes au niveau du ménisque latéral de la racine postérieure. Plusieurs techniques de réparation existent et la plupart sont inside. Les plus solides sont les réinsertions transosseuses en cas d'avulsion osseuse de la racine. Il faudra alors réaliser un avivement, utiliser le viseur tibial de LCA pour faire 1 à 2 tunnels en rétrodrilling si possible pour préserver le stock osseux, puis passer 1 à 2 fils de suture, de fils résorbables ou non, pour appliquer un endo-bouton au niveau de la corticale tibiale antérieure. Les broches utilisées sont généralement des broches de 2,4 et des mèches de 4 à 5 mm et on pourra céder en cas de difficulté des pinces à épaules ou type Scorpio ou encore miniaturisées si vous en avez à disposition. Les sutures horizontales all-inside bord à bord seront à réserver en cas de tissu méniscal de bonne qualité dans les types 2. Et enfin, l'utilisation d'un crochet peut également être faisable, comme dans le cadre des ramplésions, mais ça reste une technique qui est délicate. Et il faudra alors utiliser un fil résorbable pour éviter un nœud intra-articulaire non résorbable pouvant avoir pour conséquence de provoquer des dégâts cartilagineux. Concernant les suites, il n'y a pas de consensus. Généralement, le patient reste 4 à 6 semaines sans appui, avec donc son anticoagulation préventive, et une attelle en extension de lui à 90 degrés de flexion pendant 6 semaines, comme pour une suture méniscale standard. La mobilisation devra cependant être précoce pour éviter l'enraidissement. Donc en conclusion, sur ces lésions des racines, c'est des lésions qui sont très arthrogènes, il faudra toujours envisager la réparation. Leur technique de réparation est spécifique, mais il n'y a pas forcément de matériel dédié. Il va falloir anticiper, lire attentivement l'IRM et les suspecter dans les entorses graves à haute énergie. Les sutures port à bord dans les types 2 sont parfois possibles, mais dans les autres cas, c'est la réparation transosseuse qui est la plus solide. Il ne faut pas abandonner les racines postérieures dégénératives sans jugement. La réparation est toujours souhaitable, mais la cicatrisation reste aléatoire. Les échecs sont possibles, 10% environ, il faut en informer le patient. La seconde entité à décrire est la lésion méniscale postéromédiale, appelée ramplésion, correspondant à une désinsertion du ligament ménisco-tibial rattachant le ménisque à la partie postérieure du plateau tibial médial à la membrane synoviale. Étienne Cavagnac a pu démontrer récemment qu'il s'agissait en fait d'une lésion se formant lors de la contraction réflexe du semi-membraneux, se réalisant au cours du tiroir antéro-spontané lors de la rupture du LCA qui va venir arracher ce ligament ménisco-tibial car il a une insertion à ce niveau-là. Il s'ensuit donc un ménisque postéromédial hypermobile qui va pouvoir venir lors des mouvements de flexion-extension du fait de son instabilité, venir léser le cartilage au niveau du condyle médial du fait de cette hypermobilité. C'est le signe qui a été décrit par Jérôme Murgier, the crevasse sign, le signe de la crevasse. Et donc cet élément, ces rails chondraux qu'on peut voir au niveau du condyle médial, doivent alerter sur la présence éventuelle d'une lésion méniscale postéromédiale. Il faudra toujours penser à ces lésions, car elles peuvent passer inaperçues à l'IRM, celle-ci est en fait en extension, et elles devront être bien recherchées en arthroscopie. Elles sont présentes dans le cas de rupture du LCA dans 9 à 17% des cas. Ces lésions ont des effets négatifs sur la stabilité du genou, car elles sont associées, de par leur localisation, à une augmentation de la translation antérieure du tibia, à une laxité rotatoire dynamique et un mouvement de rotation excessif du genou. Elles ont donc pour enjeu la préservation méniscale, le contrôle du tiroir antérieur et de la rotation latérale, ce qui va donc expliquer que si elles sont laissées en place et qu'elles ne cicatrisent pas, leur persistance puisse majorer le risque de rupture, de reconstruction du LCA. Une classification existe et a été décrite par Mathieu Tonat qui propose de séparer en 5 types. Le type 1 correspond à une lésion ménisco-capsulaire avec vraiment une lésion périphérique localisée au niveau de la membrane synoviale. La mobilité de ces lésions
au crochet est vraiment faible. Le type 2 correspond à une lésion partielle supérieure. Ces lésions sont stables et peuvent être diagnostiquées uniquement en utilisant une voie transnotch. La mobilité est également faible en utilisant le crochet. Le type 3 est une lésion partielle inférieure ou lésion cachée. Elles ne sont pas visibles par la voie transnotch, mais peuvent être fortement suspectées quand il y a un fort degré de mobilité à l'utilisation du crochet. Le type 4 est une rupture complète en zone rouge-rouge, avec une importante mobilité au crochet, et le type 5 est la présence d'une double lésion, double rupture. Pour ce qui est de sa réalisation, lors de la réparation, on ne pourra pas se contenter d'une voie antérolatérale, car on aurait une vision de la racine et du segment postérieur du ménisque que via le compartiment antérieur, et on peut passer à côté d'une lésion ménisco-synoviale ou ménisco-capsulaire. Il faudra alors utiliser une voie transnotch pour avoir une meilleure visualisation de ce compartiment postéro-médial et avoir un diagnostic plus précis de ces lésions. Celle-ci se fera en passant sous les fibres du LCP au contact du condyle médial, en imprimant un mouvement de valgus au niveau du genou. Une fois dans le compartiment postérieur, via la transillumination, on pourra visualiser le trajet des nerfs, des veines qui doivent être évitées, et on pourra donc, comme pour toute voie postéro-médiale, insérer son aiguille, puis réaliser sa voie à 90 degrés de flexion. Il ne faut pas faire ce portail postéro-médial trop antérieur, ce qui pourrait léser la branche sartorius du nerf saphène. On pourra alors réaliser la réparation via des sutures à l'aide des crochets à angulation, et il faudra utiliser autant de sutures que nécessaire en fonction de la longueur de la lésion, et il ne faudra pas trop serrer les sutures. Ici des images arthroscopiques d'une réparation d'une lésion postéro-médiale sur un genou droit avec un crochet angulé à 25 degrés rempli d'un PDS taille 1. Il va falloir tout d'abord débrider la lésion à l'aide d'un shaver via la voie postéro-médiale, puis on fera passer le crochet tout d'abord au niveau de la membrane synoviale et de la capsule postérieure. Il pourra le faire ressortir dans la lésion, puis après un deuxième passage sur une manœuvre d'accélération de moto et de tire-bouchon. C'est vraiment ce geste-là qu'il faut faire. Rentrer secondairement au niveau du ménisque. On pourra ensuite, à l'aide d'une pince préhensive, récupérer le fil et on mourra ensuite de dehors en dedans le nœud qu'on pourra venir appliquer avec un pouce-nœud puis venir couper. Il faudra ne pas trop serrer ces nœuds pour éviter l'effet cutting through qui va pouvoir avoir pour conséquence de ne pas permettre une bonne cicatrisation des tissus et une récurrence symptomatique ou non de la lésion postérieure avec ses conséquences sur la stabilité antérieure et rotatoire du genou. Pour ce qui est du protocole post-opératoire, on pourra autoriser des mobilisations actives et passives de 0 à 90 degrés au cours des 6 premières semaines et une remise en charge progressive à partir de la 3e semaine post-opératoire. La course à pied type jogging pourra être reprise à partir de la 12e semaine, les activités pivot à 6 mois et l'intégralité des activités du patient 9 mois après la chirurgie. Il y a donc des solutions chirurgicales à type de suture pour presque l'ensemble du panel des lésions pouvant atteindre le ménisque. Au niveau des racines, il faudra proposer soit une insertion bord à bord à l'aide de techniques de suture inside horizontale lorsque le tissu est de bonne qualité, ou s'attacher à réinsérer les racines par des tunnels transosseux avec un bouton cortical afin de stabiliser l'ensemble. Les lésions antérieures au niveau du segment antérieur ou moyen peuvent être facilement traitées via technique de dehors en dedans, les deux aiguilles, en passant un fil dans la boucle et en venant le récupérer et en faisant donc la suture de dehors en dedans. L'ensemble des autres lésions, qu'elles soient radiaires ou verticales, peuvent être traitées au segment moyen et postérieur via des techniques all inside de 3e génération. Et pour ce qui est des rampes lésions, ça reste un geste technique, mais il semblerait qu'il faille s'attacher à les rechercher, mais surtout quand cela est possible, les réparer avec une voie postéro-médiale et l'utilisation d'un crochet. Maintenant, nous allons pencher un petit peu sur ce que dit la littérature sur ces pathologies méniscales. Les relations entre lésions méniscales et arthrose débutante sont maintenant bien connues. Au-delà de 50 ans, on sait que on va avoir sur une imagerie de contrôle à l'IRM une lésion méniscale chez 35% des sujets. 2/3 de ces patients sont pourtant asymptomatiques. Dans cette étude de Martin Englund, on a pu voir que chez les patients non opérés, les lésions dégénératives des cornes postérieures ou du segment moyen sont en fait des lésions représentant le premier stade de l'arthrose et font donc partie de ce processus évolutif.
Il a pu être montré que la présence d'une lésion méniscale dégénérative symptomatique amenait une diminution des performances. Dans cet article, qui est un essai clinique randomisé publié par Stensrud dans le BJSM, on a pu retrouver une diminution de 13 à 36 points de certains items du COUS, identique au score des genoux avec rupture préopératoire du ligament croisé antérieur, une perte de 8 à 13% des performances du membre inférieur, soit une hypodale flexion d'un tendonné, et 13% de déficit du quadriceps en moyenne. Dans le cadre du symposium de la SFA 2003 sur les réparations méniscales, ils avaient pu retrouver un taux de cicatrisation méniscale de 79% survenant avant 24 mois, avec un processus se déroulant entre 6 et 18 mois. Les conséquences de la mystectomie ont également été démontrées dans ces deux études. La première retrouve une augmentation des indices de charge sur le compartiment médial du côté opéré par rapport au côté contralatéral sain à 12 mois après la chirurgie de ménisectomie partielle, tandis que le deuxième a retrouvé une association avec le développement d'arthrose radiologique à 1 an après cette chirurgie et un risque d'aggravation des dommages cartilagéneux par la ménisectomie. Dans cet essai clinique randomisé publié dans la JSM par une équipe coréenne portant sur 102 patients avec des douleurs du genou et une lésion dégénérative horizontale de la corne postérieure du ménisque, ils ont pu retrouver qu'au recul de 2 ans, il n'y avait pas de différence significative entre la ménisectomie arthroscopique et le traitement non chirurgical à base d'exercices de renforcement musculaire en termes de soulagement de la douleur, d'amélioration de la fonction ou de la satisfaction des patients. Cette revue publiée dans le BJSM a cherché via une méta-analyse et une revue systématique de la littérature, à déterminer s'il y avait des bénéfices ou des effets secondaires à la chirurgie arthroscopique, incluant une ménisectomie partielle, un débridement ou l'association des deux chez des patients d'âge moyen ou plus vieux avec une douleur du genou et des lésions dégénératives. Sur les 9 essais cliniques qu'ils ont pu inclure dans leur attitude, ils n'ont pas retrouvé de bénéfices fonctionnels à 1 ou 2 ans post-ménisectomie par rapport à un traitement non chirurgical. Et ils ont également retrouvé qu'il y avait plus de complications après la ménisectomie, avec notamment une thrombose veineuse profonde. Un résultat similaire a été retrouvé dans cet article publié dans le BMJ comparant 12 semaines de rééducation supervisée à la ménisectomie partielle chez 140 patients d'âge moyen d'environ 50 ans présentant une lésion méniscale dégénérative médiale sans signe d'arthrose radiographique, sans différence significative fonctionnelle à 2 ans. Dans cette étude prospective randomisée, sortie dans le KSSTA, portant sur 90 patients d'âge moins de 56 ans avec une lésion du ménisque médial dégénérative non traumatique, il n'a pas été retrouvé de supériorité à la ménisectomie arthroscopique associée à une rééducation supervisée par rapport à une rééducation supervisée seule en termes de réduction de la douleur, d'amélioration de la fonction du genou et d'amélioration de la qualité de vie. Ils ont pu retrouver de 0 à 35% de traitement chirurgical secondaire après traitement médical, ce qui signifie donc que 2 tiers des patients, après un traitement médical bien fait, n'avaient pas besoin de chirurgie, ce qui souligne l'intérêt du traitement médical systématique premier. La relation entre la mystectomie et l'arthrose a pu être bien démontrée dans cet article par Hulé, publié dans le KSSTA, qui est une étude multicentrique rétrospective portant sur 89 patients ayant subi une mystectomie latérale. On a pu retrouver qu'il y avait une prévalence au dernier recul de l'arthrose dans 56% des genoux affectés, avec une différence de prévalence de 44% lorsqu'on comparait aux genoux sains. Cela est en accord avec ce papier de Martin Englund portant sur 317 patients ayant une résection du ménisque sans lésion du croisé antérieur, par ailleurs associée à 15 à 22 ans de recul, qui retrouvait une prévalence de l'arthrose de 27% secondaire à une ménisectomie. Ils avaient également pu conclure que la résection méniscale partielle était associée avec moins de développement radiographique d'arthrose par rapport à une ménisectomie totale. Par ailleurs, cette équipe avait également évalué le risque d'arthrose après ménisectomie sur lésion traumatique sur une cohorte de 2500 patients environ au recul de 10 ans. S'ils avaient retrouvé un taux de 2,3% de risque d'arthrose en population générale, celui-ci était de 10% après suture et 17% après ménisectomie, avec donc une diminution significative de 25 à 50% du risque d'arthrose après une suture par rapport à une ménisectomie. Dans cette diapositive issue du symposium de la SOFCOT sur les reconstructions à 10 ans du ligament croisé antérieur, si on a pu voir qu'en cas de lésion du LCA et méniscale associée, on avait un taux d'arthrose de 100% à long terme. En cas de reconstruction de LCA, le taux d'arthrose à 10 ans, lorsqu'il était associé à une mystectomie, était de 31%, alors que celui-ci descendait à 12% en cas de suture méniscale, se rapprochant des taux d'arthrose en cas de capitale méniscale intacte, ce qui souligne vraiment l'importance de préserver au maximum le tissu méniscal et de chercher au maximum à suturer dès que cela est possible.
Le symposium 2014 de la SFA, qui était une étude qu'un témoin comparant la ménisectomie aux réparations sur genou stables, retrouvait à 10 ans des résultats nettement en faveur de la réparation en termes de résultats fonctionnels, on peut le voir sur le schéma en bas à gauche, sur l'ensemble des items du COUS, ou en termes de développement d'arthrose radiologique, avec un résultat significatif en faveur de la réparation méniscale. La revue systématique faite par Paxton et publiée dans Arthroscopie retrouvait un taux plus faible de réintervention à court et long terme après ménisectomie partielle par rapport à la réparation méniscale isolée, mais un meilleur résultat à long terme sur les scores fonctionnels et sur la dégradation radiologique après la réparation méniscale. La réparation du ménisque latéral avait des meilleurs résultats que celle du ménisque médial et un taux d'échec moins important en cas de réparation dans le même temps des reconstructions du LCA. Le taux de cicatrisation après suture avait été évalué sur cette étude arthroscanographique qui avait retrouvé un taux de cicatrisation global de 73% après suture, 58% de cicatrisation complète, 24% de cicatrisation partielle et 18% d'échec de cicatrisation. Il avait été intéressant de noter qu'à l'époque, ils avaient retrouvé un mauvais taux de cicatrisation au niveau des lésions isolées du segment postérieur, appelant alors à améliorer d'un point de vue technique la réparation de ces lésions, mais qu'en cas de réparation et de bonne cicatrisation de ces lésions, on avait une diminution de la largeur du ménisque en cas de bonne cicatrisation. Il a pu être vu que concernant les réparations, il n'y avait pas de différence en termes de résultats, qu'il s'agisse d'une suture au niveau du ménisque médial ou du ménisque latéral, que ce soit une suture faite sur un genou stable ou stabilisé, et entre une réparation en aigu ou une réparation en chronique. Dans cette revue de la littérature faite par Lozano dans le corps, il a pu être trouvé que le taux global d'échec des sutures méniscales allait de 0 à 43,5%, avec une moyenne d'environ 15%. Il n'y avait pas de différence en termes de résultats cliniques en fonction du matériel qui était utilisé dans ces sutures en inside. Dans l'article de la JSM de Nicolas Pujol publié en 2011 sur les reprises et échecs de suture, il a pu être retrouvé qu'il y avait dans 52% des cas une ménisectomie qui est similaire à celle qui aurait été faite initialement s'il n'y avait pas eu de suture, dans 13% des cas une extension de lésion, mais dans 35% des cas une cicatrisation partielle du fait de la suture amenant une ménisectomie partielle de la lésion, c'est-à-dire une ménisectomie qui est de taille inférieure à celle qui aurait été faite initialement s'il y avait eu une ménisectomie en première intention. Les facteurs de risque retrouvés étaient le délai accident-chirurgie amenant à des extensions des lésions ou l'apparition de lésions chondrales. Dans ce travail de l'équipe versaillaise, il n'a pas été retrouvé d'extrusion méniscale à long terme après une suture et il y avait un maintien pérenne de la fonction de ce ménisque après suture dans le temps. Au niveau des résultats précoces comparatifs, une tendance assez forte a été retrouvée en faveur des réparations méniscales dans la méta-analyse de Xu. Il est facile de voir ici sur le schéma traduisant les résultats fonctionnels que l'ensemble des moyennes et écarts types sont en faveur, ou tout du moins penchent du côté de la réparation méniscale par rapport à la ménisectomie. Autre étude à long terme, celle de Melton dans le KSSTA, qui est une étude cas témoin avec un suivi médian de 10 ans, qui comparait les résultats fonctionnels sur l'IKDC entre la reconstruction du LCA sur ménisque intact, ménisectomisé ou en cas de suture méniscale, et on pouvait voir nettement un résultat significatif en faveur de la suture méniscale. Thomas Stein, dans son article sur les résultats à long terme entre réparation et ménisectomie partielle publié dans la JSM, avait comparé 42 réparations à 39 ménisectomies au recul de 8,8 ans. Il avait certes retrouvé 15% d'échecs de réparation, mais des meilleurs résultats fonctionnels chez patients jeunes et sportifs, que ce soit sur la reprise du sport par rapport au niveau préopératoire, 96% en cas de réparation versus 50%, et sur l'absence de développement d'arthrose radiologique, 80% en cas de réparation méniscale ne présentait pas d'arthrose versus 40% dans le cadre des ménisectomies partielles. Il n'y avait pas de différence cependant en termes de résultats fonctionnels. Cependant, cet article de Lipley, publié dans le KSSTA, ne retrouvait pas de différence en termes de retour au sport entre un patient présentant un LCA seul, un LCA avec réparation méniscale ou un LCA avec ménisectomie. Il n'y avait pas de différence en termes de tests isocinétiques ou de récupération de la force du quadriceps entre ménisectomie et suture méniscale. Pour ce qui est des lésions des racines, l'article de Kim publié dans Arthroscopie ne retrouvait pas de différence en termes de résultats entre la réparation par encre ou par pull-out avec des tunnels osseux dans les lésions traumatiques claires à cartilage sain du patient jeune. Une amélioration des scores fonctionnels était retrouvée dans les deux cas, traduisant le fait qu'il était nécessaire de chercher à réparer ces lésions.
Toujours dans ces lésions des racines, on a pu voir un taux de conversion en prothèse totale de genou chez 35% des patients ayant une ménisectomie partielle, contre 0% dans le groupe préparation de ces lésions de la racine postérieure du ménisque médial. Pour ce qui est du coût, ce n'est pas la suture méniscale qui est le plus cher, mais c'est plutôt l'inverse. Dans 2 séries, on a retrouvé un coût supérieur de la ménisectomie dans le temps jusqu'à la mise en place d'une prothèse, et cette ménisectomie était plus chère pour la société, pour le patient, et ce jusqu'à l'âge de 50 ans. Il y a cependant des complications à ces sutures. Pour ce qui est du cartilage, on peut avoir des lésions chondral-iatrogènes dont la prévention est aussi importante que le traitement de la lésion méniscale. Il faudra savoir utiliser des shevers de petit diamètre et le pie crust, après avoir informé bien sûr le patient de l'entorse iatrogène qu'il va avoir, qui va bien cicatriser en 12 semaines. Il y a également été décrit des kystes sur implant dans 10 à 15% des cas, pouvant nécessiter malgré tout une intervention chirurgicale, ce n'est donc pas anodin, et des complications chondrales dues à l'implant qui peut provoquer à son contact, s'il est mal positionné, une ostéolyse. Du fait du fonctionnement même des sutures inside, avec les implants de troisième génération, il faudra faire attention à la profondeur de pénétration des implants. Celle-ci devra être notamment limitée à 16 mm lorsqu'on travaille en postérieur. Les structures à risque sont à latéral le nerf fibulaire commun et l'artère, qui est un peu médialisé, expliquant qu'on est à risque lorsqu'on travaille sur une réinsertion de la racine postérieure du ménisque latéral. Le ménisque médial, il ne faudra pas oublier qu'il se fait généralement en extension, et dans ces cas-là, la structure à risque est le nerf saphène. Il faudra donc être vigilant sur l'angle d'attaque des sutures, sur les voies antérolatérales pour la racine méniscale avec des sutures horizontales. On a une suture qui est à proximité de la racine mais également du paquet. Il faudra alors savoir privilégier une voie antéromédiale, sachant que la zone à risque est de 10 mm à partir de l'insertion de la racine postérieure du ménisque. Il faudra essayer d'avoir des voies latérales pas loin du ligament patellaire pour un angle d'attaque pas trop convergent vers le centre et l'arrière du genou, et des voies un peu plus hautes en médial pour éviter le massif des épines et également s'éloigner de ce risque. Pour le ménisque latéral, il faudra essayer de travailler en cabote à 90 degrés de flexion pour éviter de léser le nerf fibulaire commun. Il y a donc au niveau du ménisque médial des risques de lésion du nerf saphène médial qui peut être pris dans les sutures de dedans en dehors. Il faudra, dans les voies postérieures, utiliser la transillumination en prévention. Et enfin, on a également pu voir des ténodèses au niveau des ischio-jambiers et du sartorius, notamment lors de ces sutures méniscales médiales. Donc, que retenir d'un point de vue algorithme décisionnel? On va donc différencier les lésions méniscales traumatiques des lésions méniscales dégénératives. C'est deux cas nosologiques différents avec des prises en charge différentes. Il y a 2 consensus faits par l'ESCA pour chacune de ces 2 lésions que je vous invite à lire. Le moins de ménisectomie possible doit être réalisé et il faut savoir promouvoir la suture méniscale. Dans un contexte traumatique, on aura des lésions verticales ou longitudinales plus ou moins stables, plus ou moins dans le cadre d'une anse de saut. On aura également des lésions radiaires, des racines, surtout postéro-latérales, plus ou moins des rampes lésions au niveau du ménisque médial. D'un point de vue dégénératif, ce sera surtout des lésions horizontales que l'on retrouvera. La localisation de la lésion en fonction des 3 zones de vascularisation distinctes a un intérêt pronostique sur le taux de réussite d'une réparation, mais la zone 3 n'est pas une contre-indication absolue à la réalisation d'une suture. Je parle de la zone blanche-blanche. Ça a été bien dit dans le consensus de l'ESCA sur les lésions traumatiques. Un point important est la stabilité de la lésion. S'il existe un déplacement de la lésion sous le condyle à l'aide du palpeur, par exemple dans le cadre d'une lésion verticale, ceci sera instable et expliquera les symptômes d'accrochage ou encore de blocage décrits par le patient. Comme le dit l'adage, toute lésion n'est pas réparable, mais toute lésion réparable doit être réparée. Il faudra savoir faire des tunnels et des sutures transosseuses dans les lésions des racines, ce qui correspond au gold standard. Dans les lésions radiaires, savoir faire des sutures outside-in, de dehors en dedans. Pour les lésions longitudinales, des fixations all-inside, type face fixe ou autre. Pour les rampes lésions, maîtriser les voies d'abord postérieures et savoir que l'ensemble des lésions traumatiques sont théoriquement accessibles à un traitement conservateur. Il n'y a théoriquement pas de place pour la ménisectomie dans les lésions traumatiques des racines. Cela n'a pas de sens biomécaniquement et reviendrait à devoir retirer tout le ménisque. Il n'y en a pas non plus dans les lésions radiaires. Biomécaniquement, cela représenterait donc une ménisectomie subtotale sur l'ensemble de la profondeur de la lésion radiaire, ni dans les rampes lésions. La seule exception pourrait être les lésions verticales instables non réparables. Si celle-ci était stable, elle serait alors laissée en place, mais si elles ne le sont pas, il faudra faire une ménisectomie qui devra rester la plus économe possible. Dans tous les cas, ça va être un faisceau d'arguments plutôt que chacun des arguments pris individuellement qui devra être pris en compte pour proposer une ménisectomie par rapport à une suture. Il y aura en permanence
une balance à faire. On sait que la suture est à prioriser en cas de lésion radiaire, des racines, s'il y a une rupture du LC associée ou en aigu, tandis que la ménisectomie sera plutôt sur des genoux instables, chroniques, chez un patient de plus de 40 ans. Enfin, pour finir sur les lésions traumatiques, il faudra évaluer la stabilité du genou. Si le genou est stable ou stabilisé, en cas de lésion réparable, il faudra toujours réparer. En cas de lésion non réparable et non symptomatique, on ne réparera pas et on fera une abstention thérapeutique. La ménisectomie la plus économe possible devrait être proposée en cas de lésion verticale instable, possiblement responsable des symptômes, qui n'est pas réparable, du fait de l'âge du patient, d'un tissu dégénératif ou d'une lésion trop complexe. Si le genou est instable, chez un patient qui n'est pas éligible par exemple à une chirurgie de stabilisation, et ben si la lésion est stable, verticale, radiaire ou autre, on pourra la laisser en place, mais si elle est symptomatique, avec des blocages, il n'y a pas de lieu de faire de réparation parce qu'on aura un échec de cicatrisation, et dans ce cas-là, seule la ménisectomie de première intention pourra être proposée. Pour ce qui est de la lésion méniscale dégénérative, c'est un cadre différent. Ce sera souvent une gonalgie fémorotibiale de survenue progressive chez un patient de plus de 40 ans, surpoids, pouvant pratiquer la course à pied, sans notion de traumatisme ou avec une décompensation sur un traumatisme mineur, comme une chute ou un événement sportif mineur. Et il ne faudra pas oublier que ces lésions sont présentes chez plus de 50% des patients après 50 ans si une IRM est effectuée. Le plus souvent dans ces cas-là, ce n'est pas la lésion méniscale qui est responsable des symptômes biomécaniquement. C'est des lésions qui sont horizontales dans l'épaisseur du ménisque. Et il faudra donc faire un diagnostic clinique avec une douleur au regard de l'interligne et la réalisation de tests spécifiques. Il faudra évaluer le morphotype. Si on a une lésion d'usure médiale sur un morphotype en varus, on sait qu'on peut le soulager en décomprimant ce compartiment. Rechercher des signes fonctionnels de blocage, d'une laxité ligamentaire, évaluer le retentissement clinique et les traitements déjà réalisés. Les diagnostics différentiels étant éliminés, on fera des radios simples et on sait, selon le consensus de l'ESCA sur les lésions dégénératives, que le problème n'est pas, dans ce cas, la lésion méniscale dégénérative, mais l'arthrose. Et il faut donc savoir proposer un traitement de chirurgie conservatrice osseuse et non pas un traitement de la lésion méniscale dégénérative. Il n'y a pas d'indication à faire une IRM de première intention devant ce tableau clinique. Le traitement ne sera donc plus le traitement de la lésion, mais celui de l'usure. On prescrira des antalgiques, une kinésithérapie adaptée, des mesures hygiéno-diététiques et une adaptation sportive avec, par exemple, un arrêt de la pratique de la course à pied. Il ne faudra pas oublier les semelles orthopédiques et les traitements infiltratifs. Et si après 3 à 6 mois de traitement médical bien conduit ou en cas d'apparition de symptômes mécaniques, seulement là, faire une IRM. Cette IRM aura pour objectif de différencier est-ce qu'il s'agit d'une lésion simple ou d'une lésion complexe qui n'a pas vraiment d'intérêt thérapeutique. On retrouvera majoritairement des fissures horizontales, mais surtout on éliminera des diagnostics différentiels au niveau du cartilage, des structures ligamentaires ou tendineuses. Il y aura 3 grades décrits de lésions méniscales dégénératives. L'objectif c'est surtout pour les comptes rendus des radiologues, pas vraiment d'un point de vue chirurgical. Les traitements spécifiques, 3 exceptions, l'anse de saut, la luxation d'une languette dans la rampe et les racines postérieures médiales ou latérales qui correspondent à des ménisectomies totales. Ainsi, la ménisectomie dans la lésion méniscale dégénérative se propose donc dans l'os de saut, avec une symptomatologie de blocage mécanique. Il faudra alors faire une prise en charge chirurgicale de première intention avec une ménisectomie économe. Il n'y aura pas de place pour la suture car il s'agit d'un tissu dégénératif. Pour la languette méniscale, le plus souvent c'est une luxation d'une languette dans la rampe entre le plateau tibial et la capsule, provoquant une surpression de la capsule. Cliniquement, on aura un point douloureux exquis à la palpation, et le traitement sera donc une ménisectomie partielle pour exérèse de cette languette. Et enfin, les lésions des racines postérieures médiales ou latérales suivent le même principe que pour le ménisque traumatique. Pour finir, nous allons parler du syndrome douloureux post-ménisectomie qui est plus fréquent qu'on ne pense et de cette prise en charge. En effet, la ménisectomie a la réputation d'être une intervention de routine qui peut être fait en ambulatoire avec des bons résultats à moyen et long terme. C'est une petite intervention, mais il faut garder en tête qu'il y a entre 5 et 10% de suites douloureuses ou avec complications. Concrètement, en cas de syndrome douloureux après ménisectomie, il faut chercher à comprendre l'échec. Il faut reprendre l'anamnèse et la clinique préopératoire, savoir être prudent sur les examens paracliniques à prescrire et ne pas se précipiter sur la chirurgie. Il faudra reconsidérer la première chirurgie, quelle était la lésion méniscale présente, son type, et quelle était l'importance de la ménisectomie qui a été effectuée. Il faudra rechercher est-ce qu'il y avait ou non des lésions chondrales préalables et éventuellement se mettre en question et se demander s'il n'y avait pas une erreur de diagnostic initial et est-ce que le traitement proposé n'était pas inadapté.
On sait que dans la ménisectomie, il va y avoir une diminution des surfaces de contact jusqu'à 75%, ce qui va provoquer une augmentation des pics de pression jusqu'à 200%, et cette augmentation, on le sait, est linéaire avec le pourcentage de résection. Au ménisque latéral, du fait de son anatomie, cette augmentation des pics de pression et cette diminution des surfaces de contact est d'autant plus accrue. On va avoir également des conséquences sur l'axe. En cas de mycectomie médiale, on va avoir une tendance à une déviation en varus, tandis qu'en cas de mycectomie latérale, une tendance à la déviation en valgus. Il y aura également des conséquences sur la stabilité. En cas d'instabilité rotationnelle secondaire à une rupture du LCA, ceci se majeure en cas de lésion du ménisque latéral et encore plus en cas de ménisectomie latérale. Les conséquences de la mycectomie sont maintenant bien connues. Il s'agira donc de l'arthrose. Et donc, que faire chez un patient de moins de 40 ans avec un genou douloureux, présentant des épanchements persistants après 6 mois de traitement médical pourtant bien conduit? On sait qu'il faudra rechercher une cause. Parmi elles, on pourra avoir des complications, des évolutions défavorables, des décompensations, et savoir qu'est-ce qu'on peut désormais lui proposer, une chirurgie arthroscopique itérative ou encore une substitution cartilagineuse par un substitut ou une allogreffe, voire des chirurgies à type d'ostéotomie de correction ou de prothèse unicompartimentale. La radiographie sera l'examen clé. Il faudra reprendre les radiographies préopératoires, rechercher s'il y avait ou pas un pincement préalable, ou est-ce qu'il y a une apparition précoce de ce pincement. Ces clichés devront être bilatéraux et comparatifs. Dans ce cas-là, trois situations majeures. Est-ce qu'il y avait un pincement préopératoire et un pincement post-opératoire? Dans ce cas-là, il s'agit d'une complication de l'arthrose. Est-ce qu'il n'y avait pas de pincement préopératoire et un pincement post-opératoire? Dans ce cas-là, il faudra évoquer une dégradation cartilagineuse précoce et donc la chondrolyse rapide. Et est-ce qu'il n'y avait pas de pincement ni en préopératoire ni en post-opératoire? Et dans ce cas-là, la cause est autre. En cas de dégradation précoce, il faudra donc évoquer systématiquement l'arthrite septique. Est-ce qu'il y a des signes d'infection? Dans ce cas-là, réaliser une ponction, une CRP. Il ne faut pas oublier que l'incidence est de 0,04 à 0,4%. Et la prise en charge sera un lavage arthroscopique et une antibiothérapie. Dans 0,7% des cas, on pourra retrouver une hémarthrose qui se traitera par du repos, glaçage plus ou moins, ponction évacuatrice. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des lésions chondrales, jusqu'à 31% selon le rapport de Lubowitz dans l'ISACOS de 2011. Et ce geste peut également être dû à un geste insuffisant avec la persistance d'une lésion méniscale provoquant des symptômes. Enfin, il y a le problème des voies d'abord, avec des douleurs possibles, que ce soit par exsection de petits rameaux nerveux ou des voies d'abord, généralement la voie antéromédiale, qui reste un petit peu douloureuse, avec un empattement à son niveau pouvant gêner le patient. Il peut y avoir deux évolutions défavorables, l'algodystrophie avec un SDRC de type 1 dans 10% des cas ou encore un syndrome fémoro-patellaire, celui-ci pouvant être préexistant à la mycectomie, favorisé par la sidération du quadriceps en post-opératoire et elle nécessite une prise en charge médicale et en rééducation avec de la physiothérapie et un travail du quadriceps. Dans tous les cas, quand on parle de syndrome douloureux post-mésectomie, il ne faudra pas oublier que le meilleur traitement reste la prévention et celle-ci passe par la réalisation déclarée lésion irréparable d'une suture méniscale afin de préserver le stock méniscal et prévenir la dégradation cartilagineuse. Dans tous les cas, il faut que tout chirurgien orthopédiste pratiquant la chirurgie arthroscopique du genou garde en tête la chondrolyse rapide. C'est une pathologie certes très peu fréquente, mais qui a des conséquences dramatiques à court terme. Elle survient généralement après une ménisectomie latérale, avec un cartilage qui était pourtant initialement normal et s'exprime cliniquement par des douleurs et un épanchement précoce. Son diagnostic est aisé à la radiographie et à l'IRM et sa prise en charge comportera du repos, des ponctions, voire des infiltrations. Un lavage pourrait être discuté en cas de débris cartilagineux gênants, notamment avec des blocages, et la décharge jusqu'à l'assèchement de la symptomatologie. Dans tous les cas, les conséquences de cette chondrolyse rapide sont dramatiques pour le patient qui est le plus souvent jeune. Il faut vraiment s'attacher à essayer de passer le moins de temps possible, surtout lorsqu'on travaille dans le compartiment latéral du genou, dans une arthroscopie. Il faudra absolument essayer de prévenir la survenue de rails méniscaux et être le plus économe possible au niveau des ménisectomies si celles-ci doivent être effectuées au ménisque latéral. En l'absence de pincement et en cas de persistance des douleurs, il faudra évoquer soit une nouvelle lésion méniscale, soit une lésion méniscale résiduelle, notamment en cas de persistance des symptômes mécaniques pendant plus de 6 mois en post-opératoire. Il faudra rester prudent dans la corrélation clinique et imagerie. Il faudra reprendre le statut du genou vis-à-vis de sa stabilité. Je vous rappelle que le LCA et les ménisques sont indissociables et qu'une lésion méniscale est une évolution naturelle de la laxité du genou.
On s'aidera alors des imageries en coupe, et garder en tête que l'arthroscanner reste à la fois plus sensible et plus spécifique que l'IRM dans le diagnostic des lésions méniscales. Il peut en fait s'agir d'une erreur de diagnostic initial. Il faudra toujours rechercher des lésions chondrales associées lorsqu'on propose un geste sur le ménisque avec un bilan radiographique standard complet comprenant des clichés en Schuss pour avoir une meilleure visualisation notamment au niveau postérieur. S'il y a des signes méniscaux chez ces patients et qu'on veut leur proposer une chirurgie à type de ménisectomie, il faudra leur prévenir des suites qui peuvent être longues et qui peuvent avoir pour conséquence une aggravation vers l'arthrose ou une dégradation de l'arthrose préexistante. En l'absence de pincement sur radio de contrôle, deux diagnostics à évoquer. Tout d'abord l'ostéonécrose, en cas de début brutal chez une femme de plus de 50 ans. Dans ce cas-là, il faudra retarder la mise en place de la prothèse, proposer du repos, des AINS et une décharge. Un autre diagnostic à évoquer est la fracture sous-chondrale. Magnésie dans le JBJS est publié une série de 8 cas de patients compris entre 55 et 60 ans après ménisectomie médiale. Et il s'agissait alors d'une atteinte au niveau du condyle fémoral médial. S'il y a peu de pincements sur la radiographie de contrôle, alors qu'il n'y en avait pas, il faudra chercher des arguments pour une arthrose débutante. On recherchera l'IRM, une extrusion méniscale, traduisant la perte de fonction du ménisque, qui peut être corrélée à la présence de douleur. Son traitement sera médical, il n'y aura pas d'indication à aller réparer la lésion, il n'y aura donc pas d'indication à faire une arthroscopie devant ce tableau d'arthrose débutante. On pourra également rechercher sur cette même IRM la présence d'un œdème sous-chondral, notamment au tibia, et qui pourra être corrélé aux mauvais résultats après une arthroscopie. Son traitement restera alors celui, encore une fois, de l'arthrose avec des traitements infiltratifs, de la kiné, une prise en charge antalgique de la douleur, l'objectif étant toujours de retarder la chirurgie. Si enfin on a un pincement, on pourra dire qu'on est face à un cas d'arthrose débutante. Il y a dans ce cas-là plus d'indication de lavage arthroscopique, seulement en cas de dérangement mécanique vrai, pouvant être secondaire à des débris ostéocartilagineux, mais dans ce cas-là, l'indication chirurgicale se doit de rester, bien entendu, très prudente. Le traitement devra donc être avant tout médical. On pourra proposer plein de prises en charge à type de perte de poids, de prise en charge antalgique, d'INS, de kinésithérapie, mais également des traitements infiltratifs avec des résultats globalement satisfaisants après utilisation d'acide hyaluronique ou encore de PRP. La chirurgie trouvera sa place uniquement après un échec de 6 mois minimum de traitement médical, et on pourra par exemple dans les cas avancés donc proposer des chirurgies qu'on connaît un peu mieux, avec par exemple des ostéotomies tibiales, de valgisation ou fémorale de varisation. En cas de varus ou de valgus, pas forcément strictement supérieure à 0,3 degrés, elles peuvent être proposées uniquement à type de décharge. Aux États-Unis, il a pu être montré que l'utilisation d'attelles dynamiques comme celles qu'on pourrait utiliser pour décharger les compartiments fémorotibiaux peuvent être utilisées pendant 6 semaines et sont bien prédictives de l'efficacité éventuelle d'une ostéotomie secondaire. Lorsqu'on veut faire une ostéotomie tibiale de vagisation, il ne faudra pas hésiter à faire une hypercorrection, tandis qu'on sera plutôt dans un cadre de normocorrection pour les ostéotomies tibiales de varisation. Mais ce n'est pas toujours le cas. La réalisation ensuite d'une prothèse unicompartimentale ou d'une prothèse totale de genou sera dépendante de l'usure du cartilage et doit rester en dernière intention. Si on n'est pas dans un stade tant avancé d'atteinte cartilagineuse, se pose alors la question de proposer soit des substituts, soit des allogreffes méniscales. Que ce soit les substituts ou les greffes méniscales, elles ont des objectifs similaires: prévenir l'évolution dégénérative du cartilage, diminuer la survenue de l'arthrose, restaurer une dynamique du genou normal avec un rôle de restauration de la stabilisation du genou, car on sait qu'il y a une laxité résiduelle après la ménisectomie, et réduire les douleurs en rapport avec la ménisectomie. On a donc deux solutions: le substitut méniscal qui est un ménisque de synthèse correspondant à un implant collagénique, ou les allogreffes qui nécessitent d'être adaptés à la taille du patient, et il y a a priori un problème dans ce cas-là de disponibilité, même s'il y a de plus en plus de banques d'os actuellement nous permettant de pouvoir récupérer ce type d'allogreffe. Leurs indications sont communes: il ne faut pas qu'il y ait d'arthrose, que ce soit sur un genou stable ou stabilisé, axé ou réaxé. Il doit y avoir un retentissement fonctionnel majeur, que ce soit au niveau de l'handicap fonctionnel ou de la douleur, et qu'il y ait une disparition complète du ménisque, soit segmentaire dans les substituts méniscaux, soit complète dans le cadre des allogreffes. Pour ce qui est des substituts méniscaux, les deux plus connus, c'est le CMI et l'actifide. C'est des polymères lentement biodégradables permettant la croissance du fibrocartilage. C'est des matrices avec une importante porosité qui vont venir guider la régénération tissulaire à partir du mur méniscal, ce qui explique que pour pouvoir poser une indication, il faut donc avoir une perte uniquement segmentaire avec le maintien des deux racines et la présence d'un mur méniscal,
une dégénérescence cartilagineuse ICRS inférieure à 3 sur un genou stable ou normo-axé. Les contre-indications sont les signes de début d'atteinte cartilagineuse majeure avec des ostéophytes ou un aplatissement condylien. Pour ce qui est de la réalisation technique, il faudra effectuer un débridement du reliquat méniscal et on pourra ensuite faire une mesure, idéalement avec des ancillaires à type de réglette souple, et on pourra ensuite préparer le substitut pour qu'il soit adapté à la taille. Il doit généralement faire 10% de longueur en plus afin de pouvoir permettre une mise en place en pseudo-press-fit. L'introduction se fera par la voie inféromédiale ou inférolatérale et on pourra dès lors, en multipliant les points de fixation, faire des fixations all-inside, d'arrière en devant. Pour ce qui est des suites, on interdira l'appui pendant 6 semaines. On pourra faire une mobilisation de 0 à 60 pendant les 30 premiers jours, puis 0 à 90 pendant les 15 jours suivants. La chaîne fermée sera autorisée à partir de J45 et la chaîne ouverte à partir de 3 mois. La reprise des sportifs au contact s'envisagera aux alentours du 8e-9e mois. S'il n'y a pas d'indication prophylactique, les résultats ont pu être évalués à plus de 5 ans dans cette méta-analyse faite par Shin KSSTA qui a pu retrouver avec l'utilisation de ces substituts une amélioration à la fois de la douleur, de la fonction, mais il a pu également constater une régression de la taille de ces substituts au dernier recul sur les imageries IRM. Les allogreffes, elles, sont prélevées sur sujet cadavérique avec moins de 12 heures d'ischémie. Elles vont être cryopréservées, congelées et irradiées pour le risque virologique. Les problèmes souvent décrits sont la disponibilité et la sécurisation. C'est pour ça qu'on évitera de les implanter chez les patients immunodéprimés ou ayant des pathologies auto-immunes nécessitant une corticothérapie au long cours. Cependant, maintenant, avec les banques d'os de plus en plus accessibles, il est plus ou moins aisé de pouvoir en obtenir avec des délais variables. Les directives pour ces allogreffes suivent les mêmes directives que pour toutes les autres allogreffes, c'est les directives qui sont européennes. Pour ce qui est des conditions de réalisation, il faut donc sélectionner le patient, poser indication. Il faut que les lésions soient complètes, avec cependant bien sûr un mur méniscal préservé. On peut les réaliser dans le même temps qu'une ligamentoplastie ou qu'une ostéotomie tibiale par exemple de valgisation. Pour ce qui est des contre-indications, ce sont les mêmes que pour les substituts, mais en plus on aura l'âge de plus de 50 ans, le surpoids avec un IMC de plus de 30 et donc l'immunodéficience et les maladies auto-immunes. Il faudra effectuer une planification avec une mesure radiologique du plateau tibial, idéalement au scanner, et on vaut mieux essayer de surestimer cette mesure plutôt que de la sous-estimer. Il faudra ensuite adresser une demande à une banque d'os avec une durée donc variable d'obtention pouvant aller de quelques semaines à un an pour avoir la bonne taille. La banque d'os fera une proposition de transplant au chirurgien qui pourra dès lors la valider et organiser sa chirurgie. La technique originale a été une technique décrite par Verdon, à ciel ouvert, initialement pour le ménisque latéral qui est plus arthrogène, et consistait en la réalisation d'une ostéotomie de l'épicondyle latéral et d'un décollement du ligament collatéral latéral afin de permettre d'avoir une vue sur l'ensemble du compartiment latéral. Actuellement, la technique de référence est arthroscopique. D'un point de vue plus technique, après avoir choisi le greffon sur une mesure du distance bord libre épine sur un cliché de face et bord antérieur bord postérieur sur un cliché de profil, on pourra préparer le greffon qui sera avec ou sans plot osseux. Idéalement, il faudra des plots osseux. Dans tous les cas, les racines seront lacées au fil non résorbable. On avivera, comme pour le substitut, le mur méniscal. On pourra forer des tunnels de 4 mm au niveau des racines, puis passer la greffe par des fils relais postérieurs, moyens et antérieurs. On réalisera des sutures all-inside en postérieur tous les 5 mm et des sutures outside-in en antérieur. Et la fixation des racines sera assurée par des endoboutons sur la corticale antérieure du tibia. La rééducation, quant à elle, suivra le même schéma que lors de l'implantation d'un substitut méniscal. Le point primordial est la fixation des racines méniscales, avec une fixation qui doit être la plus stable possible, la plus anatomique possible, et la fixation osseuse reste le gold standard avec des attaches corticales via des tunnels osseux au niveau des deux racines. Concernant les résultats de ces allogreffes, dans cette méta-analyse publiée dans la GSM en 2018, on a pu retrouver un taux de survie entre 5 et 10 ans de 85,8% au ménisque médial et de 89,2% au ménisque latéral, tandis que ce taux chutait au-delà de 10 ans à 52,6% au ménisque médial et 56,6% au ménisque latéral. Les auteurs ont cependant pu souligner que le soulagement de la douleur et l'amélioration de la fonction étaient plus importants lorsqu'il s'agissait d'une allogreffe au ménisque latéral. Les allogreffes ont démontré leur capacité à pouvoir réduire chez des patients bien sélectionnés la progression de l'arthrose, mais dans tous les cas, ce n'est pas aussi efficace qu'un ménisque natif. Pour ce qui est de la récupération fonctionnelle, il semble qu'un retour au sport au moins de haut niveau semble peu probable après ce type de chirurgie. En tout cas, il reste des perspectives d'avenir, que ce soit via les facteurs de croissance, les coussins synthétiques ou encore les prothèses méniscales en polycarbonate uréthane,
qui ont des résultats plutôt satisfaisants sur modèle animal et sur la cinématique normale du genou qui serait restaurée. Donc, pour finir sur le syndrome douloureux post-ménisectomie, dans tous les cas, il ne faut pas se précipiter. Il y a peu d'indications à des chirurgies itératives, à part des étiologies évidentes comme l'infection. Il faudra savoir retarder dans tous les cas la mise en place d'une prothèse et intensifier au maximum le traitement médical. L'examen clé restera la radiographie pour éviter de partir trop rapidement vers un mauvais diagnostic et vers une prise en charge éventuellement chirurgicale inadaptée. La clé reste de remettre en cause le diagnostic et la prise en charge initiale et savoir si c'est à ce moment-là qu'une erreur a été effectuée. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pathologies méniscales dans le cadre de ce DIU. Je vous remercie de votre attention.